Peut-être d'introduire le troisième orateur et donc le clou de la soirée, le docteur Arnaud Ancion, donc chef de clinique au CHU de Liège, responsable du centre de l'insuffisance cardiaque et de transplantation, mais également du centre de revalidation cardiaque et qui va donc justement nous parler de l'activité physique chez les patients insuffisants cardiaques avec quelques cas cliniques. Arnaud, je te passe la parole. Merci Pierre. Est-ce qu'on a une vision correcte de mon diaporama? Est-ce que l'écran est partagé? À mon niveau, oui. Oui. Alors, on essaie de passer… En régie, on ne me dit rien en régie, moi. Donc, OK. Alors, on essaie de passer à la suivante pour voir si ça passe. Est-ce que la suivante est passée? Oui. On a notre patient, d'accord, super. Donc, une petite histoire clinique, puisque c'était le jeu aujourd'hui, d'un marin d'une cinquantaine d'années qui se présente aux urgences pour une dyspnée de l'acide il y a quelques années et qui sort avec un diagnostic de cardiopathie toxique coronaire saine avec une mauvaise fonction gauche et qui sort avec un traitement d'initiation, bisoprolol, ramipril, aldactone, burinex, avec des consignes hygiéno-diététiques assez strictes, mais vous connaissez l'animal, là, ça ne va pas être si facile que ça. Et donc, il a assez rapidement aussi une mise au point de type ergospirométrie, avec, on peut se focaliser uniquement sur la VO2 pour garder une valeur en mémoire. Il a 1,7 litre par minute. Et je me suis extrait de la pondération au poids pour ne pas être trop sujet aux variations de poids du patient au cours du temps. Donc, il a 1,7 litre par minute. Et il est pris en charge dans un programme de revalidation cardiaque. Alors, le programme de revalidation cardiaque, ça ne se passe pas trop mal. Et puis, bon, les choses évoluent et le patient, effectivement, comme celui de Philippe, est suivi, mais de façon assez épisodique. En tout cas, il revient dans une dynamique de consultation en 2019 pour un contrôle un peu exactement comme le patient de Philippe, il vient pour un contrôle avec à l'anamnèse semble-t-il peu de plaintes. Ce patient se dit satisfait de sa situation. Ses paramètres sont satisfaisants. Il a une fraction d'éjection un petit peu améliorée, mais qui reste mauvaise. Et vous voyez que son traitement a évolué entre-temps avec du bisoprolol qui est monté à 7,5. Maintenant, c'est du coercé de 10 mg qu'il a par jour. Il n'a plus d'aldactone, plus de burinex, et il a du Xarelto pour une fibrillation auriculaire paroxystique, probablement en partie aussi dans le cadre de sa consommation d'alcool qui n'est pas complètement sevrée. Donc, par rapport à cette situation, beaucoup de questions peuvent se poser. Je vous ai remis une petite illustration pour une des dernières fois que vous allez voir peut-être, puisque dans quelques semaines, on risque d'avoir un nouveau tableau de prise en charge du patient en mauvaise fonction gauche. Et donc, pas mal de questions se posent, BNP, carence martiale, Dacone, Entresto, ICD. Donc, c'est ça l'intérêt de ce triptyque de présentation, c'est qu'à travers ces différents rendez-vous, il y a moyen de répondre à toutes ces questions. Mais aujourd'hui, on va se concentrer spécifiquement sur sa VO2, puisqu'on refait une petite VO2 en 2019, se disant que le patient, il a l'air bien, mais enfin bon, où en est-il réellement? Et vous voyez que pour une même classification YHA, qui illustre un peu les limites de cette évaluation au repos, avec un patient qui, dans les deux cas, était assez satisfait de sa situation, vous voyez que sa VO2 est diminuée à 0,87 litres par minute. La pente versus le 2 est au-dessus de 30 maintenant. Et donc, il y a une évolution thérapeutique dans le temps, il y a eu une évolution du patient. Et je vous ai repris un papier historique qui avait rapporté à l'époque des premières évaluations des patients à insuffisance cardiaque sévère, leur capacité d'effort en 1981, qui avait déjà démontré que pour des patients en fraction d'éjection identique, vous pouviez avoir des capacités d'effort tout à fait différentes, allant ici de 2 minutes d'effort jusqu'à plus de 18 minutes. Et donc, à la fois cette classification YHA et à la fois l'évaluation un peu du patient en repos renseignent assez mal sur la capacité d'effort du patient. Et donc, en bas ici, vous avez vu que l'aspect revalidation et au sens large, l'aspect exercice physique était tout à fait absent chez ce patient. Et donc, on va s'intéresser un petit peu à cette capacité d'effort qui, comme on l'oublie un peu trop souvent, n'est pas dépendante exclusivement du cœur. Et donc, pour pouvoir faire un effort de qualité et d'intensité suffisante, il faut forcément un bon cœur, on est d'accord, mais il faut aussi de bons muscles, de bons poumons et aussi une capacité cérébrale, une intégrité cérébrale suffisante. Et donc, ça, l'insuffisance cardiaque, malheureusement, il est un petit peu attaqué de tout front. Et donc, l'ensemble de ces grands systèmes sont lésés par la maladie de l'insuffisance cardiaque. Et donc, si vous voulez améliorer votre capacité d'effort chez votre patient, vous ne pouvez pas juste vous contenter de vous s'occuper de son cœur, vous devez intégrer l'ensemble de ces autres systèmes pour avoir un résultat pertinent. C'est pour ça que quand Philippe
nous dit qu'il ne faut pas oublier les traitements électriques de l'insuffisance cardiaque, en plus des traitements pharmacologiques. Eh bien, je dis oui, mais Pierre rajoute la clinique d'éducation, il a raison, mais il y a autre chose encore, on l'a évoqué, Pierre l'a évoqué, la revalidation cardiaque, en plus des traitements des comorbidités, font partie d'une prise en charge globale du patient. Je vous accorde que les traitements d'assistance et de transplantation sont pour une quantité limitée de patients, et le professeur Pouler vous a très bien rappelé récemment les différentes indications de ces situations, mais je pense que les autres éléments, donc les 5 autres éléments, doivent être considérés sur un même pied d'égalité. Et j'insiste vraiment pour considérer qu'aucun traitement n'est un sous-traitement par rapport aux autres. Sous-estimer une de ces approches, c'est vraiment entraîner une perte de chance pour le patient et ne pas lui donner le maximum de possibilités d'évolution favorables. Donc, on se concentre un peu aujourd'hui sur la partie activité physique, qui va au-delà. Enfin, la revalidation, ce n'est pas forcément que l'activité physique, mais c'est évidemment un des éléments importants. Et je rappelle quand même que cette activité physique, c'est quand même un élément, c'est pas que du muscle, c'est pas que refaire du muscle, c'est quand même un élément systémique important. Lorsque vous voyez sur cette diapositive l'ensemble des bienfaits de l'activité physique sur le patient insuffisant cardiaque, vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment dans un complément à votre traitement pharmacologique qui, lui, est si facile à appliquer. C'est-à-dire que vous avez une diminution de l'activité sympathique, diminution des sécrétions neurohormonales de type angiotensine de l'aldostérone. Vous avez exactement les actions que vous recherchez lorsque vous introduisez un IEC, un ARNI ou un bêta-bloquant. Continuons, vous avez des actions favorables sur l'endothélium, et vous savez que l'endothélium, c'est la pierre de départ de tous les problèmes cardiovasculaires. Rétablir une bonne fonction endothéliale, c'est vraiment primordial si vous voulez améliorer le pronostic cardiovasculaire de votre patient. Au niveau du cœur, au niveau du système inflammatoire, les bienfaits sont indéniables également. Et donc, cette inflammation qui s'installe insidieusement, c'est également un élément de dégradation fonctionnelle importante, avec notamment une cachexie qui s'accélère. Donc, lutter contre cette situation anti-inflammatoire, c'est excessivement important. Et évidemment, au niveau musculaire directement, vous avez un effet bienfait de l'activité physique, tant au niveau du muscle cardiaque qu'au niveau du muscle squelettique. Donc, l'activité physique, c'est le super médicament que l'on devrait pouvoir administrer au plus grand nombre parce que vous avez une action vraiment diffuse sur l'ensemble de l'organisme du patient. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Je pose la question parce qu'on devrait y penser autant qu'un IEC, qu'un bêta-bloquant, qu'un antagoniste d'aldostérone ou qu'un ARNI. C'est une classe recommandation 1A, qui a des diapositives qui ont déjà été présentées pour le cas de même. C'est tout au haut de la diapositive, vous aviez ces recommandations de proposition d'activité physique régulière pour améliorer les capacités fonctionnelles et les symptômes des patients et également le risque d'hospitalisation. Donc, vous avez une recommandation forte de type 1A qui ne peut pas donc être considérée comme une sous-approche par rapport à l'approche pharmacologique, évidemment beaucoup plus simple à mettre en place. Alors, le problème de la relation cardiaque, c'est encore pire que la resynchronisation, c'est-à-dire qu'on est au niveau mondial sur des taux d'adhésion pour les patients insuffisants cardiaques qui peuvent parfois se limiter à 10 voire 30% des populations potentiellement redevables. Et donc, on est vraiment sur une problématique importante sur les freins d'accessibilité à ces programmes de revalidation cardiaque dans un premier temps et d'exercice physique au sens large dans un second temps. Alors, les différents causes, évidemment, sont multiples pour qu'il y ait aussi peu de patients référés ou finalement qui participent au programme. C'est qu'il y a beaucoup de raisons différentes. Certaines sont liées au patient et donc la motivation du patient. Donc, on vient de parler de nouveau de la nécessité d'expliquer le bénéfice d'une CRT. Il faut aussi avoir la possibilité d'expliquer les bénéfices de cette revalidation cardiaque. Les considérations socio-économiques sont également importantes parce qu'on prend facilement un cachet, mais on se déplace plus difficilement pour aller faire de l'activité physique, évidemment. La maladie, la sévérité de la maladie, notamment certaines populations plus difficiles, sont un peu trop facilement mises de côté en se disant non, ça ne marchera pas, ça ne vaut pas la peine, on va y revenir, mais c'est vraiment là aussi qu'il y a des travaux d'amélioration à apporter. Le programme doit être un peu adapté justement à ces patients particuliers. Donc, tous ces aspects-là doivent évidemment être pris en compte, évalués, et on doit pouvoir travailler sur améliorer ces aspects-là. Mais moi, j'insiste beaucoup, et vous voyez, je l'ai mis en rouge à la fin, sur les aspects du système de santé, où là, je pense, en tout cas en Belgique, on n'a pas tellement d'excuses et on devrait être beaucoup plus strict sur les capacités de référencement, d'éducation du patient et d'explication donnée au patient, de motivation du patient. Je vous donne ici 2 exemples connus de moi, et puis je vous donnerai un troisième tout à fait encore plus récent. Donc, on me réfère un patient pour une transplantation cardiaque et je fais un jour, un peu comme aujourd'hui, une présentation, mais cette fois-ci en présentiel,
sur l'insuffisance cardiaque. Et voilà 2 commentaires que je reçois. Le premier du patient à qui je demande « Faites-vous de la revalidation cardiaque actuellement ?» Il me répond « Non, mon cardiologue m'a dit de ne rien faire du tout, de rester au repos. » Alors ça, je pense qu'il est plus vraiment en dehors peut-être de certains cas tout à fait particuliers, où on peut discuter évidemment parce que chaque personne est différente, mais ce genre de message me paraît malheureusement contre-productif, surtout pour un patient à qui la transplantation cardiaque est envisagée et pour lequel l'évolution favorable après une transplantation cardiaque passe à mon sens au moins à 50% par la reprise d'une activité de revalidation cardiaque. Pour le médecin généraliste, c'était bien votre présentation, mais finalement, le malade, il n'est bien que quand il reste dans son fauteuil. Donc, ce sont 2 approches qui me paraissent tristes parce que, d'une part, elles ne correspondent pas aux recommandations actuelles de bonnes pratiques médicales. D'autre part, on passe à côté, évidemment, d'une opportunité véritablement d'améliorer le patient dans son quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme données par rapport à ça? Bien, vous avez ici, j'ai repris simplement une publication anglaise. On peut dire que l'Angleterre fonctionne peut-être différemment du reste de l'Europe, mais en tout cas, dans cette situation-là, vous avez quand même certains centres qui refusent même les patients insuffisants cardiaques, des centres où il y a très peu de patients insuffisants cardiaques qui sont référencés, et avec des commentaires des auteurs qui rapportent des commentaires de professionnels de santé qui donc ne vont pas aborder le sujet, qui vont mettre vague, voire même décourageant. Et donc, je dis que ce papier est tout à fait valable, c'est que j'ai déjà entendu dans mon service le personnel infirmier dire à un patient, la revalidation cardiaque, vous savez, ce n'est pas forcément nécessaire. Si vous marchez un petit peu à côté, eh bien, ça fera l'affaire. Je crois que ce genre de discours de la part d'un professionnel de santé n'est pas acceptable à l'heure actuelle. Alors, la difficulté pour certains patients, c'est l'accessibilité au centre. Et donc, je vous ai repris ici, à titre un peu informatif, les différents centres reconnus en Wallonie et à Bruxelles. Et vous voyez qu'il y a une disparité géographique assez importante, avec une absence complète de centres connus au niveau du Luxembourg. Il est évidemment qu'il y a des activités de type revalidation un peu plus que dans tous ces centres, mais je rappelle quand même que le principe de ces centres connus, c'est que la prise en charge financière, qui est aussi un frein important à l'accessibilité, est maximale dans ces centres reconnus. Et donc là, il y a des efforts certainement à faire de la part de nos autorités pour peut-être offrir une offre de soins un peu mieux répartie au niveau de la Belgique, je pense. Alors, les preuves de l'efficacité de l'activité physique, donc je n'ai pas non plus fait une revue exhaustive de la littérature, mais j'ai commencé assez loin en arrière, puisque c'est quand même un bienfait qui semble être prescrit et prodigué par Platon il y a maintenant plusieurs centaines d'années. Donc, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui a du mal à passer dans la population générale. Alors, il y a une étude assez importante dont on peut parler régulièrement, qui est l'étude Action HF, qui avait comparé donc, à travers des centres américains, canadiens et quelques Français, l'évolution de patients insuffisants cardiaques pris en charge soit dans des soins classiques, mais sans accompagnement spécifique de l'activité physique, et puis des autres patients pris en charge de façon tout à fait proactive, comme on dit, en activité physique, avec des activités en centre, et puis des activités mixtes en extérieur, et puis finalement des activités 100% extérieures, mais avec un monitoring et un suivi assez rapproché. Et donc, rapidement, 2-3 commentaires. Cette étude est a priori négative sur la mortalité, sur les hospitalisations. Un petit ajustement statistique, vous voyez ici en fonction de l'origine de la cardiopathie, la fraction d'éjection basse, la capacité d'effort initial, la courbe de FA, le profil plutôt dépressif, fait que si vous arrangez un petit peu les populations, vous obtenez quelque chose qui devient positif au niveau de la mortalité et de l'hospitalisation. Je ne vais pas m'étendre sur cet aspect statistique des choses, ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui est intéressant dans cette étude, d'une part, c'est que c'est quand même, ça permet de démontrer de façon probablement définitive maintenant la sécurité de ce genre d'approche des patients insuffisants cardiaques, s'il y avait un doute encore qui pouvait exister. Ça a quand même démontré aussi une amélioration des capacités d'effort en termes de VO2 et distance de marche. Donc là, on a une amélioration du quotidien du patient. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut se réjouir, parce que si au quotidien, le patient se sent mieux, c'est quand même un élément de bonus sur lequel on peut travailler pour continuer à améliorer sa prise en charge et le renforcer dans cette démarche. Donc, il faut prendre tout ce qui est bénéfice. Et alors, bon, c'est un peu, on en reparlera un peu pour les différents types d'épreuves, mais ce n'était pas une comparaison de blanc contre noir, si vous voulez. C'est-à-dire que dans le groupe des patients qui étaient suivis au niveau activité physique, ben, ils ne faisaient pas vraiment non plus exactement ce qui était prescrit. Et puis dans le groupe des patients qui ne devaient pas en faire, ou a priori qu'on ne demandait pas d'en faire, ben, plus de la moitié étaient frustrés de ne pas avoir été repris dans le groupe d'activité, et donc faisaient quand même un certain nombre
des activités physiques parfois intenses. Et donc, la séparation entre les deux groupes, en termes d'activité, elle existe, mais elle n'est pas si caricaturale qu'elle aurait pu l'être dans une étude vraiment randomisée à l'aveugle, notamment. Donc, voilà, des choses intéressantes dans cette étude. Et cette étude s'inclut dans la revue Cochrane, dont la dernière version était publiée en 2019, donc qui a rajouté encore 11 nouveaux essais par rapport à la précédente. Vous voyez qu'avec 44 essais, on n'est jamais qu'à 6000 patients, donc ça reste quand même de toute façon des séries relativement courtes, avec, comme toujours dans ces situations-là, des méthodologies d'évaluation, à la fois des programmes de validation et à la fois des endpoints qui sont parfois un peu difficiles à comparer. Grosso modo, au fur et à mesure où les publications sortent, on a de plus en plus de mal à démontrer une différence sur la mortalité toute cause à court terme, notamment. C'est quelque chose qui devient de moins en moins efficace à démontrer. Mais par contre, sur le long terme, ça reste pertinent. Mais je pense que ça vient du fait que le vrai bénéfice de ces prises en charge, c'est quand elles s'installent sur le long terme et pas simplement sur les 3 à 6 premiers mois après l'accident aigu. C'est une habitude qu'il faut pouvoir changer. Donc ça prend du temps à se mettre en place. Par contre, en termes de réduction d'hospitalisation et d'amélioration de la qualité de vie, ça reste tout à fait pertinent. Donc, il y a certainement des choses bénéfiques à retirer de ces activités. Et donc, on est un peu dans l'esprit de la présentation de Philippe sur le principe du non-répondeur. Ce n'est pas parce que la mortalité immédiate n'est pas améliorée que ce n'est pas quelque chose de favorable. Ça reste une recommandation de classe A malgré tout, avec un bénéfice non négligeable sur le patient. Et ça, j'en suis convaincu, aussi de par les retours qu'on peut avoir des patients au quotidien, pour peu qu'ils adhèrent un peu au programme sur le long terme. Alors, là, cette revue Cochrane insiste, je l'ai déjà parlé tout à l'heure, un peu dans la même veine exactement que la Société européenne de cardiologie dans sa composante de cardiologie préventive et ces nouvelles mises à jour de recommandations sur les préventions des récidives cardiovasculaires. Eh bien, toutes ces publications attirent la sonnette d'alarme sur les publics cibles fragilisées et qui sont sous-estimées dans les études et sous-représentées et probablement donc aussi sous-considérées dans les pratiques cliniques. Et donc, on retrouve un petit peu malheureusement les mêmes critères que pour Philippe par rapport au CRT, où les femmes sont moins bien représentées à tort, les patients diabétiques, les patients plus âgés, les patients non compliants, les minorités socioculturelles parfois plus difficiles d'accès, sont des patients qui, en volume, ne sont pas négligeables et devraient nécessiter une approche complémentaire spécifique. On devrait essayer d'accrocher beaucoup plus ces patients-là, de même que toutes les comorbidités qui, au départ, peuvent paraître un peu rébarbatives, mais ce sont des patients qui, peut-être en plus, de par la sévérité de leur comorbidité, tireraient encore plus de bénéfices d'une prise en charge et ne doivent certainement pas être exclus des programmes a priori sur base de ce genre de considération. Alors, une petite diapositive pour les modalités d'entraînement, parce qu'on nous demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on en est. Bon, évidemment, la base reste quand même l'entraînement aérobie d'intensité modérée, c'est quelque chose qui est bien toléré, efficace, répandu. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut avoir une approche plus moderne, il faut un petit peu sortir de sa zone de confort. On ne peut pas se contenter de faire l'entraînement aérobie sans une résistance associée. Donc, il faut du reconditionnement musculaire, d'autant plus de nouveau chez les patients les plus fragiles, comme les femmes ou les personnes plus âgées, qui peuvent avoir beaucoup plus de sarcopénie. Dans ce cadre-là de patients fragiles, je passe une ligne, je reviendrai après l'entraînement d'intervalle, mais l'entraînement des muscles respiratoires, comme peuvent le faire les structures de validation pulmonaire, doivent aussi être envisagées chez de nouveau les patients les plus sévères. Ils peuvent simplement tirer déjà de bénéfices importants, alors qu'ils ne sont peut-être pas capables de faire beaucoup plus, mais retravailler simplement déjà la respiration. Je rappelle, il faut travailler les muscles, le cœur, mais les poumons aussi peuvent être améliorés. L'entraînement segmentaire, de nouveau chez les patients les plus fragiles, qu'on aurait difficile à mettre sur un vélo, à faire avancer. Il y a déjà du travail à faire pour repasser ces premières étapes. Et dans cette approche, je dirais, d'ouverture et d'offres variées qui doit permettre aussi de plaire, je dirais, dans un peu du marketing de vente de produits, il faut pouvoir ouvrir un peu peut-être à des techniques alternatives comme le tai chi. Ce sont des choses qui sont proposées pour plaire au plus grand nombre et essayer d'élargir la base de recrutement de la mise à l'activité physique. Alors, l'entraînement d'intervalle, ça c'était un peu la mode de fonctionner à des hautes intensités, alternance haute intensité, basse intensité. Les protocoles sont tous variables l'un de l'autre, donc il n'y a pas de formule magique actuellement démontrée. Je vous ai mis ici un petit comparatif entre les deux qui, pour moi, ne sont absolument pas en concurrence, en fait. Donc, on a déjà parlé des patients fragiles qui doivent bénéficier d'une approche segmentaire, respiratoire. Eh bien, effectivement, on peut commencer par là et puis peut-être passer par une version plus conventionnelle en aérobie, et pour ceux qui évoluent bien et ceux qui, dès le départ, sont déjà mieux, capables de supporter quelque chose de plus intense, et la haute intensité peut être bénéfique. Oui, si on compare les deux approches,
la haute intensité est peut-être plus bénéfique, mais est plus chronophage, demande plus d'infrastructures, demande peut-être plus de surveillance. La safety est peut-être un tout petit peu moins bien illustrée. Donc, pour moi, c'est une approche qui va complémentaire avec les programmes actuels. Et donc, il faut pouvoir replacer le patient dans la bonne dynamique. Sur la méta-analyse ici à droite, qui a comparé pas mal de travaux pour comparer les deux approches d'entraînement, vous voyez qu'il y a une petpetite différence sur la VO2 globalement, pas tellement sur la qualité de vie. Et de nouveau, ici, dans ces études, ce qui est toujours compliqué, c'est que les gens qui doivent faire du HIIT de haute intensité, en fait, ils ne font pas vraiment la haute intensité ou pas tout le temps comme ils devraient. Et les patients qui font du conventionnel et qui devraient rester en intensité modérée, ils ont tendance parfois à peu en monter en intensité. Et donc, de nouveau, ici, on compare du gris foncé et du gris clair, et certainement pas de groupe en général de patients très, très homogènes et très purs. Donc, il faut certainement pas, ce n'est pas l'un ou l'autre. Moi, je pense qu'il y a un continuum entre différentes approches de validation en fonction du patient et de son évolution. Donc, on revient au capitaine ici, évidemment, hein, qui, en 2019, il n'est pas si facile que ça à appréhender. Hein. Donc, Philippe l'a dit, les patients ne viennent pas tous les jours et ne sont pas au garde à vous chaque fois qu'on les appelle. Donc, un peu plus tard, on refait une exploration parce qu'il est monté en traitement, il est passé en Entresto 100 mg 2 fois, le bisoprolol, le narculaldactone. Vous voyez que l'activité physique n'est pas encore devenue ouverte, mais par contre, sa VO2, elle est restée grosso modo dans la même veine, un peu en dessous de litre, avec une pente qui ne s'est pas non plus fort améliorée. Et puis, progressivement, il va adhérer un petit peu à l'approche complémentaire, c'est-à-dire il va participer au programme de revalidation. Alors, c'est un cas, on peut en discuter peut-être un petit peu optimiste, hein, c'est-à-dire que vous voyez qu'après quelques mois, sous traitement stabilisé, il arrive à retrouver un petit peu la VO2 qu'il avait à ses débuts. Alors que dans cette situation, si vous lui demandez, grosso modo, il est en classe YHA2, il n'est pas très plaintif, et c'est toujours le problème de la plainte du patient. Est-ce qu'il est content de cette situation? Est-ce qu'en fait, il en fait de moins en moins? C'est pour ça qu'il ne se plaint pas. Donc, je trouve que l'évolution chiffrée de cette VO2 est un exemple intéressant d'évolution du patient. Alors, le problème, surtout, c'est maintenant, hein, c'est la dernière partie de la présentation, c'est ce qui se passe après. Et donc là, je pense que c'est le deuxième grand combat. Que faire après la validation cardiaque? Il y en a toute une série qui aiment bien rester sur place, qui ont fait des connaissances, qui investissent dans la validation et qui restent sur place, mais ils ont eu tous ceux-là ont eu un gros frein avec le Covid, ils ont dû trouver une porte de sortie. Mais grosso modo, moi, je explique toujours aux gens, la validation, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la fin, hein, c'est une étape avant autre chose. Et avant autre chose, surtout, qu'il faut éviter de retomber dans la sédentarité. Hein. L'objectif, je pense qu'on devrait avoir pour le plus grand nombre de nos patients, c'est d'éviter de retomber dans la sédentarité, qui est le lit des facteurs de risque cardiovasculaire et de la récidive des complications cardiovasculaires. Et donc, de façon générale, l'évolution quand même, la prise en charge des pathologies cardiaques, ça sort un peu de l'assurance cardiaque, c'est quand même de sortir les patients de la sédentarité, qui est pourvoyeuse, comme je l'ai dit, de complications cardiovasculaires, et de les mettre dans une situation d'activité physique modérée, afin de ne pas non plus tomber dans l'excès des risques liés à une pratique trop intense. Mais donc, l'évolution des mentalités et des publications et des recommandations va dans ce sens. Et bonne nouvelle, en 2020, nous avons eu enfin des recommandations européennes qui ont permis de compulser, de mélanger toutes les publications, tous les avis d'experts, parce que dans le domaine, il y a quand même peu d'études randomisées, c'est surtout les avis d'experts qui se sont finalement entendus sur une publication commune pour proposer à tous un petit référentiel pour quelle activité physique, pour quelle pathologie cardiaque. Et donc, c'est une publication très intéressante. Il y avait en 2015 les Américains qui avaient déjà fait ce travail-là au travers de plusieurs articles dans le JACC, mais ici, il y a vraiment une publication qui regroupe l'ensemble des choses au niveau européen. Donc, je trouve que c'est un beau travail qui a été fait. Et donc, si vous regardez le chapitre insuffisance cardiaque, eh bien, vous retrouvez une recommandation du niveau 1A, avec la nécessité, je dirais, régulière de discuter avec son patient de la nécessité de participer à des activités physiques individualisées pour tous les patients, for all patients qui sont victimes d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est une recommandation de grade 1A, tout comme votre IEC, votre Sartan et autres, votre ARNI. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette approche thérapeutique. Il y a évidemment des conditions de screening préalable par rapport au profil tensionnel, la stabilité de la maladie, les comorbidités, la sévérité, les capacités d'effort, l'optimisation du traitement, évidemment, tout ça rentre évidemment en premier. On ne se lance pas là-dedans tant qu'on n'a pas réglé tous ces problèmes-là. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'il faut absolument être excessivement important de discuter de l'activité physique en tant que telle. Tous les sports ne sont pas égaux, tous les
situations de sport ne sont pas égales. Est-ce qu'il y a de la compétition? Est-ce qu'il n'y a pas de compétition? Est-ce que vous avez déjà fait ce sport? Est-ce que vous n'avez jamais fait? C'est tout à fait différent de quelqu'un qui veut commencer à se faire du sport, qui est très motivé, qui n'a jamais rien fait de sa vie, ou quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie, qui est rattrapé par une pathologie cardiaque à 45 ans et qui sait bien ce que c'est le sport et donc il va pouvoir l'adapter. Quelqu'un qui va le découvrir, c'est une approche tout à fait différente. Et donc, ces recommandations abordent aussi toute une série de pathologies particulières, notamment la dysplasie ventriculaire, non-compaction. Et donc, il est important aussi de se référer à chaque spécificité de son patient pour être sûr qu'on n'est pas non plus dans une trop grande liberté. Le message important de ces recommandations, je pense, c'est d'avoir une ouverture sur la possibilité d'activité physique pour le plus grand nombre, en gardant toujours des sécurités de profil de risque. Et deuxièmement, il reste des garde-fous, il reste des situations où l'activité physique reste dangereuse et déconseillée. Donc, je l'ai remis ici, notamment parce que dans ces recommandations, il y a toujours une grande distinction entre le sport de loisir et le sport de compétition, qui sont des profils de risque toujours très différents. Partant du principe que le patient est peu, voire pas symptomatique, en fonction de sa fraction d'éjection, vous pouvez lui proposer plus ou moins de sports. Donc là, ici, la classification est un peu basée sur historiquement celle de Mitchell, avec des volumes, des intensités d'effort qui vont de légère, modérée à sévère, et puis des types de sports différents. Vous avez les sports de précision, les sports de puissance, les sports d'endurance. Donc, caricaturalement, c'est donc d'un côté l'haltérophilie, d'autre part le cyclisme. Et puis, évidemment, beaucoup de sports dits d'équipe, en général, sont des sports un peu mixtes. Et donc, vous avez une série d'activités physiques qui peuvent être comme ça classées et en fonction du profil de votre patient, notamment si vous avez un patient qui a une fraction d'éjection qui n'est pas trop altérée. J'ai encadré en vert le fait que de façon loisir, vous pouvez lui permettre probablement de faire un petit peu tout ce qu'il veut, mais attention, pour les sports à haute intensité, méfiez-vous quand même, assurez-vous que le patient est capable de le faire et que ça correspond bien à son profil de risque et ne lui permettez pas de faire ce genre d'activité à l'aveugle. À l'inverse, les patients qui ont une mauvaise fonction cardiaque devraient être plus restreints sur les capacités, sur les autorisations de sport, en venant de façon très, très attentive, évidemment, aux hautes intensités. Et si votre patient, par contre, ici est très sévère, ben là, vous devrez vous limiter à des sports, historiquement, on appelait 1A, donc c'était les sports relativement calmes, mais qui ne sont pas non plus dénués de stress, que ce soit le tir, le bowling ou le golf. Ce n'est pas pour ça que le risque cardiovasculaire est nul, même si l'intensité peut être moindre. Et donc, si vous parlez de la compétition, évidemment, c'est limité à une série de patients encore plus petites, mais il ne faut pas, je crois, c'est important, le moral, la psychologie joue beaucoup, et donc il ne faut pas a priori interdire, il faut réfléchir, discuter, envisager les choses. Vous voyez que chez les patients HREF, cette compétition se limite vraiment à des choses peu intenses au niveau cardiovasculaire. Pour les fractions d'éjection plus correctes, vous avez une possibilité de nouveau d'envisager un peu plus largement l'activité tout en restant de nouveau très prudent. Et donc, ici, c'est plus illustrer les possibilités variables que vous avez, mais je pense que de toute façon, c'est une discussion qui est au cas par cas en fonction du profil de risque de chaque patient, de l'activité physique qu'il vous demande de conseiller ou qu'il lui veut faire, de ses antécédents sportifs ou non. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à chacun. Et il faut bien se dire que le risque ne sera jamais nul. Et donc, il y a quand même une discussion à avoir sur le contrat qu'on peut instaurer dans cette situation. Et j'en termine avec un petit retour sur la présentation de Pierre, parce qu'évidemment, la revalidation cardiaque, l'activité physique, c'est quelque chose qui sort des centres de revalidation cardiaque, encore plus quand ils sont fermés pour cause de Covid. Et donc, il y a toute une série de techniques, de technologies qui se sont développées, qui étaient déjà là auparavant et qui ont peut-être connu un certain accélérateur pour promouvoir l'activité physique au sens large. Moi, je sortirais du cadre de cette revalidation cardiaque. Je pense qu'il y a nécessité d'envisager l'activité sportive au-delà du centre. Et donc là, je pense que pour l'instant, tout est bon à prendre comme gadget, outils et autres applications. Il faudra voir, et le temps nous dira dans quelle mesure, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui ne reste pas, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. De nouveau, par rapport à la présentation de Pierre, méfions-nous des manques de législation et des limites qu'on peut avoir par rapport à l'interaction entre le corps médical et l'activité physique comme ça à distance. Moi, je suis très prudent à ce niveau-là. Là, je vous rapporte un petit peu ce que la littérature raconte, mais dans la pratique, il faut vraiment rester très prudent aussi par rapport à ça. Voilà, donc vous avez bien compris que le calendrier fait qu'on doit d'abord regarder le sport à la télé dans les prochains jours, mais par contre, il ne faut certainement pas oublier de mettre sa veste et de mouiller le maillot, probablement avec son patient si on peut,
en tout cas les encourager à le faire. Voilà, je vous remercie de votre attention et évidemment, peut-être qu'on peut discuter de un ou deux points sans aucun problème. Merci.